Merci. Merci, professeur Htaoui, pour cette introduction. Rebonjour pour les personnes qui viennent de se connecter. Et avant de commencer, je réitère mes remerciements à Madame la Présidente pour l'organisation de ce congrès virtuel qui est certes réussi. Et pour ma part, je vais essayer de traiter la place de l'imagerie multimodale dans l'insuffisance cardiaque. Comme vous le savez, l'insuffisance cardiaque, c'est une pathologie qui est fréquente, qui a un mauvais pronostic. Vous savez qu'à 5 ans, il y a 50% de mortalité. Et je vais essayer de voir l'intérêt de cette imagerie dans la prise en charge de nos malades insuffisants cardiaques. Alors, vous savez qu'on a un grand panel d'examens complémentaires allant de l'échographie, des techniques isotopiques, des techniques invasives, la coro, le coroscanner. Et si bien, est-ce qu'on va demander tous ces examens complémentaires? Quel examen on va demander? Alors, comment je vois les choses, en fait, comment les choses sont codifiées? Alors, c'est l'association, c'est le ACVI, la Société d'imagerie cardiovasculaire. Et en fait, quand on s'adresse à un malade qui a une insuffisance cardiaque, il faut voir ce malade, il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut faire un diagnostic positif avec un diagnostic étiologique. Ensuite, il y a l'étape de la planification du traitement, que ce soit une réparation chirurgicale ou de bien placer des devices. Et puis, il y a le suivi, soit le suivi habituel dans la routine ou quand il y a apparition de nouveaux symptômes. Alors, concernant le diagnostic positif, vous êtes bien d'accord qu'on n'a pas besoin d'imagerie pour faire le diagnostic d'une insuffisance cardiaque. On est tout d'abord des cliniciens. C'est à partir de signes fonctionnels, de symptômes, à partir de signes physiques qu'on va poser le diagnostic. On peut s'aider, quand c'est possible, par des biomarqueurs, le BNP, le NT-proBNP. Et là, l'échocardiographie, elle a un intérêt qui est important. Et d'ailleurs, dans les recommandations de l'insuffisance cardiaque de 2016, vous voyez que l'échocardiographie est recommandée pour le diagnostic positif et c'est une indication de classe 1 avec niveau de preuve C. Alors, quel est l'intérêt de cette échocardiographie chez nos malades insuffisants cardiaques? Tout simplement pour voir, pour faire déjà le diagnostic positif et pour dire est-ce que c'est une insuffisance cardiaque à FEVG réduite ou bien c'est une insuffisance cardiaque à FEVG préservée dont on connaît que le traitement est complètement différent. Et pour faire ce diagnostic, on a besoin d'évaluer cette fraction d'éjection, soit par méthode TM, et donc tout de suite, je vous dis qu'il faut l'oublier en matière de malades qui ont des troubles de la signalétique et tout. Donc, je crois que c'est une technique qu'on n'utilise pas du tout dans notre pratique quotidienne, et c'est l'évaluation par le Simpson biplan. Il faut essayer d'avoir une bonne imagerie, une imagerie en deuxième harmonique, sinon c'est aidé par le contraste, et on fait des contours qui peuvent être soit manuels ou bien automatiques. Mais il faut savoir que cette fraction d'éjection à l'échocardiographie, il y a une certaine variabilité qui n'est pas négligeable d'environ 10 à 15%. Mais toutefois, elle est très utile qu'on peut faire au lit du malade. Dès son admission, on peut voir ce qui se passe, on peut l'évaluer. Alors, une autre manière d'évaluer, c'est l'échocardiographie en 3D. Bon, essayez de la faire à chaque fois que vous avez cette technique qui est faisable, que vous l'avez dans votre machine. Elle se fait rapidement et elle est bien corrélée à l'imagerie par résonance magnétique qui est le gold standard. Et c'est juste en une seule coupe, vous allez faire une sorte de slice au niveau de votre ventricule gauche et il y a une reconstruction automatique qui va vous donner votre fraction d'éjection, votre débit et tout. Donc, c'est une technique intéressante, surtout quand on a besoin d'une évaluation précise de la fraction d'éjection. On y reviendra plus tard. Alors, dans cette évaluation, il ne faut pas oublier d'évaluer votre ventricule droit. Donc là aussi, la cinétique, la FEVD en 3D et les autres paramètres qu'on utilise, le TAPS, le Doppler tissulaire, l'onde S, le strain ou la fraction de raccourcissement. D'autres paramètres qu'on peut utiliser, c'est l'indice de T, le DPDT. Je ne vais pas détailler toutes les techniques, tous les paramètres qu'on utilise, mais ce sont des paramètres qu'on peut recueillir. Également, la volémie, on va voir notre veine cave inférieure. Donc, à ce stade, on a dit la fraction d'éjection, elle est importante. On a dit est-ce qu'elle est altérée ou bien préservée. Et puis, il ne faut pas s'arrêter à là. Il faut utiliser le strain. Actuellement, je pense qu'il est disponible dans la plupart des machines. Et surtout, quand on a un strain sur une insuffisance cardiaque à FEVG préservée, il faut rechercher ce strain qui est altéré, qui peut être un marqueur pronostic qui est important. Et d'ailleurs, il est corrélé
également à la survenue d'arythmies ventriculaires. Quand la FEVG elle est basse, c'est un indice pronostic. Mais quand elle est préservée, on ne sait pas trop. Et on va s'aider par ce strain qui va nous donner une stratification pronostique parce qu'il peut prédire la survenue d'arythmies. Et les différentes études qui ont été faites avec le strain longitudinal, qui soit global, donc, ont montré qu'il y a un taux de survie ou bien un taux de complications qui est beaucoup plus important quand ce strain il est altéré sur le suivi chez ces patients. Donc, on a parlé de l'évaluation de la fraction d'éjection, du strain. Là, on va s'intéresser un petit peu à la suffisance cardiaque à FEVG préservée. Et vous savez que c'est une FEVG qui est normale, mais qui va s'associer à des pressions de remplissage élevées. Et pour cela, vous avez besoin d'un certain nombre de paramètres. Actuellement, il y a un papier qui est très intéressant qui date de l'année dernière. Il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut faire, un certain nombre de critères, et on va rassembler des critères majeurs et des critères mineurs. En tant qu'échographiste, on va s'intéresser aux vitesses du Doppler tissulaire en latéral et en septal, le flux de remplissage mitral, la vitesse de la fuite tricuspidienne et le volume de l'oreillette gauche qui doit être toujours indexé à la surface corporelle. Une fois que vous avez ces différents éléments, vous allez voir si vous avez votre E sur E' qui est un flux restrictif avec une vélocité qui est élevée de l'IT, un OG qui est très dilaté, un rapport E sur E' au-delà de 14, vous pouvez dire que vous avez une dysfonction diastolique de grade 3. Si vous avez uniquement deux critères avec un E sur A entre 0,8 et 0,2, vous avez deux critères positifs, donc vous pouvez dire que c'est une dysfonction diastolique de grade 2. Donc, on a posé le diagnostic d'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Pour les autres cas, où c'est normal, il n'y a aucun critère qui est positif, mais il y a des cas où vous avez un critère positif, un critère négatif, ou quand vous avez une zone grise, c'est-à-dire un rapport E sur E' il est à 14, une vélocité, une oreillette gauche qui n'est pas très dilatée, vous n'arrivez pas à voir votre IT. Là, vous allez faire une écho d'effort pour essayer d'évaluer ces pressions de remplissage, parce que vous pouvez avoir des patients qui ont une insuffisance cardiaque à FEVG préservée, mais qui ont des pressions de remplissage qui sont normaux au repos, et qu'à l'effort, qui vont augmenter ces pressions. Donc, on va faire un effort à 20 watts et on va voir est-ce qu'on a une augmentation de ce rapport E sur E' et c'est une augmentation de la vitesse de l'IT. Si ces critères sont remplis, on pourra conclure à une insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Sinon, on peut faire un test qui est invasif à l'effort. Sinon, on peut aller jusqu'au cathétérisme pour confirmer le diagnostic. Alors, tout simplement, chez un sujet normal, vous avez une augmentation du retour veineux. Donc, vous avez une onde E qui va augmenter à l'effort, mais parallèlement, vous avez le onde E' qui augmente parce qu'il y a une amélioration de la relaxation. Chez les patients qui ont une altération, qui ont une insuffisance cardiaque à FEVG préservée, il y a une augmentation certes du débit, mais le E' n'augmente pas parce qu'il n'y a pas d'amélioration de la relaxation. Et donc, ce rapport, il va être élevé. Regardez l'exemple de ce patient. Le rapport E sur E', il passe de 10 à 19 et la vitesse de l'IT, elle passe de 2,6 à 3,5. Donc, on peut conclure chez ce patient qu'à l'effort, on l'a fait pédaler et donc il a fait élever ses pressions de remplissage. Donc, on a vu l'étape de diagnostic. Donc, ça nous permet de faire le diagnostic positif et de dire quel type d'insuffisance cardiaque. Est-ce qu'elle est préservée ou altérée? Puis vient l'étape de dire c'est quelle est l'étiologie de cette insuffisance cardiaque. Alors, bien sûr, les étiologies sont très nombreuses. Ça peut être une atteinte myocardique, donc soit elle est d'origine ischémique ou non. Donc, ça regroupe tout ce qui est toxique, chimiothérapie, les myocardites, les infiltratifs et tout. Donc, il y a beaucoup de causes, les troubles hormonaux, les dysfonctions thyroïdiennes et autres. Et également, ça peut être un problème valvulaire, un rétrécissement aortique, une fuite mitrale, des syndromes d'hyperdébit comme une anémie et autres. Et dans ce cas, vous savez très bien que l'échocardiographie, elle est suffisante pour répondre à ces questions, pour évaluer le vis valvaire, voir sa sévérité, évaluer la fonction ventriculaire et poser l'indication opératoire. Donc, première étape, c'est l'échocardiographie pour faire ce diagnostic. Quand l'étiologie est évidente, on arrive à la faire, c'est bon. Mais parfois, on n'arrive pas à trancher, surtout quand il y a une atteinte myocardique. Et là, c'est la place de l'imagerie par résonance magnétique qui a été confirmée, qui a été publiée dans les recommandations de l'insuffisance cardiaque. Donc, à chaque fois qu'on suspecte une atteinte myocardique, on va faire cet IRM qui va caractériser le myocarde. Et également dans ce papier intéressant qui a été dirigé par
Erwan Donal et qui met en évidence l'intérêt de l'imagerie par résonance magnétique dans le diagnostic étiologique de ces cardiomyopathies en permettant une caractérisation tissulaire. Alors tout simplement, ça se fait grâce à l'apport du rehaussement tardif qui va montrer des étiologies soit ischémiques, quand vous avez ce rehaussement qui se fait au niveau sous-endocardique, ou bien une autre cause, que ce soit une cardiomyopathie dilatée, une sarcoïdose, une myocardite. Donc, vous voyez que cette fibrose, elle occupe une place centrale. C'est elle qui va nous orienter dans notre enquête étiologique. Parce que vous savez que dans l'insuffisance cardiaque, il y a 3 types de fibrose. Il y a la fibrose de remplacement qu'on voit dans les infarctus. Donc, c'est la cicatrice où il y a une nécrose cellulaire qui va être remplacée par de la fibrose, du collagène et autres. Vous avez la fibrose interstitielle dans le remodelage tardif des insuffisants cardiaques et vous avez improprement parlé fibrose, mais en fait, c'est de l'infiltration qu'on voit dans les amyloses, les hémochromatoses et autres. Et donc, vous voyez que l'IRM cardiaque nous permet un petit peu d'approcher, je dirais, une étude histologique par ce rehaussement tardif. Et d'ailleurs, c'est une indication classe 1. En effet, grâce à ces différentes techniques d'injection de gadolinium, on peut faire le diagnostic d'une cardiomyopathie dilatée en montrant des volumes qui sont élevés, une dysfonction ventriculaire avec un pattern assez typique du rehaussement tardif qui est intramyocardique. Elle peut mettre en évidence une cardiomyopathie hypertrophique avec un rehaussement au niveau des zones de jonction entre le ventricule droit et le ventricule gauche. On peut mettre en évidence une sarcoïdose, on peut mettre en évidence une amylose, un syndrome de Takotsubo, une non-compaction du ventricule droit. Et vous voyez ici qu'il y a quand même 2 techniques en plus, ce sont les isotopes, donc la scintigraphie osseuse qui est très intéressante, qui permet de poser le diagnostic d'une amylose à transtérétine et le PET scan dans le diagnostic d'une sarcoïdose. À côté de cette cartographie, de cette diagnostic étiologique, ce rehaussement tardif nous permet d'avoir des renseignements sur le pronostic. En effet, indépendamment de la fraction d'éjection, vous voyez que la présence de rehaussement tardif ici en rose est accompagnée de plus d'événements cardiovasculaires par rapport aux malades qui n'ont pas de rehaussement. Donc, ça permet un petit peu d'affiner la stratification pronostique de ces patients et peut-être que ça va mieux proposer des patients à un défibrillateur. Dans le même ordre d'idée, dans les cardiomyopathies hypertrophiques, on trouve ce rehaussement dans 60% des cas. Et là aussi, quand il y a la présence de ce rehaussement tardif, c'est accompagné avec d'événements cardiovasculaires et de risques de mort subite. Et peut-être que ce paramètre est très intéressant qui va être utilisé prochainement. Par exemple, dans la CMH, vous savez tous qu'on doit faire une stratification pronostique. Quand il y a un faible risque, pas de défibrillateur. Un risque élevé, on pose le défibrillateur. Et pour cette zone, la zone intermédiaire, peut-être que l'IRM avec le rehaussement tardif va nous permettre de mieux sélectionner les patients qui nécessitent un défibrillateur. Enfin, pour l'IRM cardiaque, il y a des nouvelles techniques de T1 mapping, T2 mapping et T2 étoile qui vont entraîner encore plus une caractérisation tissulaire, parfois sans l'utilisation de gadolinium, et ça va nous permettre d'approcher l'œdème, d'approcher l'infiltrat à type d'amylose, ou bien de montrer une hémochromatose, comme le cas de chez patient, en mesurant le T2 étoile qui se fait au niveau du septum, et ça permet de voir l'évolution sous traitement. Donc, vous voyez que l'IRM nous permet vraiment de faire un bon diagnostic étiologique. Alors, qu'en est-il de la coronarographie? Alors, elle est indiquée quand vous avez, bien sûr, un syndrome coronarien aigu, ça ne se discute même pas, mais elle va se positionner en deuxième position après des tests ischémiques qui sont positifs. À ce moment-là, il faut la faire quand vous avez un test positif. Alors, qu'en est-il du coroscanner? Donc, vous avez cette imagerie qui est très belle, qui m'a été fournie par professeur Farer. Et donc, par exemple, le coroscanner, c'est pour des malades qui ont un risque qui est intermédiaire. Donc, on va montrer la lésion coronaire. Dans la foulée, on va faire une fraction d'éjection qui est aussi précise que l'IRM. Et bien sûr, dans le bilan de taille. Donc, vous voyez que ces différentes techniques, ils ont leur place dans ce bilan étiologique. Donc, à côté du diagnostic étiologique, l'imagerie va nous accompagner dans la décision thérapeutique. Donc, on a fait le diagnostic positif,
le diagnostic étiologique, on va proposer un traitement. Il y a le traitement médical, il y a la revascularisation, il faut qu'on prouve la viabilité ou l'ischémie. Il faut réparer un vis valvaire, indiquer un device, soit resynchronisation ou défibrillateur. Et en matière de revascularisation, il faut bien sûr s'assurer qu'il y a une viabilité et ischémie. Et là, sur ce papier que je vous ai dit de l'association d'imagerie européenne d'imagerie, ils ont établi pour chaque technique d'imagerie, est-ce qu'elle est appropriée pour A, I, elle est inappropriée, U, elle est unknown, c'est-à-dire on ne connaît pas vraiment l'intérêt de cette technique dans notre stratégie, quand on va utiliser cet examen. Et pour l'assessment, pour mettre en évidence une viabilité ou une ischémie, donc c'est l'écho de stress, l'IRM et les techniques isotopiques. Alors pour l'étude des anévrismes, l'étude anatomique avant une intervention, bien sûr, c'est l'IRM et le scanner. Alors, on a différentes techniques. On a l'écho de stress, on a les techniques isotopiques, la scintigraphie, on a l'IRM qui va montrer en fonction de l'étendue de ce rehaussement, est-ce que le myocarde est viable ou pas. En fait, le choix d'une technique ou d'autre dépend de l'expertise locale, de la disponibilité de cet examen. Donc, il n'y a pas de préférence ou de supériorité d'une technique par rapport à l'autre. Utilisez la technique qui est disponible localement et chez qui vous avez une bonne expertise. Alors là, c'est un exemple de patient qui a un gros anévrisme apical avec tapissé d'un thrombus. Donc, c'est un bilan avant chirurgie. Donc, il faut évaluer une fraction d'éjection après résection de l'anévrisme et donner vraiment les différentes mensurations afin d'aider le chirurgien dans cette réparation. Donc, concernant la mise en place de device, que ce soit une resynchronisation ou bien un défibrillateur, c'est l'échocardiographie et l'IRM, parce qu'on a besoin d'avoir une bonne fraction d'éjection. Que ce soit pour la resynchronisation, on doit avoir une FEVG qui est réduite. Et là, il faut faire une échocardiographie, au mieux une écho 3D, et si c'est possible, une IRM cardiaque pour une évaluation de la fraction d'éjection, parce que comme vous le savez, c'est le gold standard, il n'y a pas d'hypothèse géométrique comme le Simpson-Biplan, et elle est supérieure parce qu'elle est vraiment reproductible et une faible variabilité intra- et interobservateur qui est de l'ordre de 2,5, alors qu'à l'échographie, elle est entre 10 et 15%. Alors, dans le suivi des patients, donc on a vu le volet thérapeutique, dans le suivi des patients, donc soit c'est un suivi routinier, généralement on demande une écho à 6 mois à 12 mois, on va évaluer la volémie, les pressions de remplissage, on va voir le remodelage inverse, parce que vous savez qu'actuellement, avec les ARNI, il y a un remodelage inverse, ça a été démontré par l'étude PROVE-HF. Donc, on va voir est-ce qu'il y a une diminution de ce volume, une amélioration de la fraction d'éjection. On va évaluer les paramètres à l'écho de est-ce que vraiment il y a les paramètres de stimulation. Et donc, déjà, elle est intéressante pour le suivi et pour les malades qui ont un device. Alors, pour le suivi, comme par exemple, vous avez un patient qui revient pour un contrôle et vous savez, bien sûr, s'il y a des nouveaux symptômes, vous allez refaire une échocardiographie, mais n'hésitez pas à faire, quand vous faites votre écho, quand le malade rapporte de nouveaux symptômes, n'hésitez pas à rechercher une congestion pulmonaire avant d'aller demander des BNP ou autre, donc, ou une radio de poumon pour voir la surcharge. L'écho, elle est non irradiante. Vous allez switcher juste la sonde d'écho, vous allez prendre la sonde vasculaire et vous allez partir au niveau latéral ou antérieur et vous allez remplir 3 critères. Un aspect normal, c'est des lignes A qui sont parallèles. Et quand il y a une congestion pulmonaire, il y a une disparition des lignes A avec apparition des lignes B, il faut au moins 3 et ils doivent traverser toute la longueur. Donc déjà, vous posez votre sonde, vous voyez des comètes, des lignes B, vous savez que votre malade est en congestion, vous devez adapter son traitement. Donc, à côté de ça, dans le suivi des malades avec pacemaker, vous pouvez, avec le rythmologue, d'essayer d'optimiser le délai AV en regardant le remplissage. Et donc, ça se fait en combinaison, en présence du rythmologue avec l'échographe et vous pouvez améliorer leur délai auriculo-ventriculaire. Donc, en conclusion, les techniques d'imagerie nous permettent de faire le diagnostic. Et donc, pour le diagnostic, c'est surtout l'échocardiographie de classer le type d'insuffisance cardiaque, est-ce qu'elle est altérée ou à FEVG préservé, donc c'est l'échocardiographie,
Déterminer l'étiologie quand c'est une condition de charge, c'est l'échocardiographie, mais parfois on a besoin d'aller voir ce myocarde et donc là, ça positionne l'IRM qui nous permet de donner une idée sur le pronostic. Ensuite, on va décider du traitement approprié. Donc, on a besoin de connaître s'il y a une viabilité, de mieux évoluer une valvulopathie et d'optimiser un traitement. Et enfin, on pourra assurer la surveillance des traitements, soit les traitements électriques, soit le traitement médical, et assurer un suivi régulier de ces patients. Et je vous renvoie à ce papier qui est très intéressant, qui va nous guider dans notre pratique quotidienne pour le suivi de ces patients, aussi bien dans l'étape diagnostique, dans le planning thérapeutique que dans le suivi. Et enfin, je vous remercie.